Alors, bonjour à tous et bienvenue dans dans cette première conférence qui fait partie d'un cycle de 3, hein. Comme l'a expliqué Marie-France, il va y avoir, tout un cycle sur les 3 trimestres et j'ai vraiment regroupé ces thèmes de sorte à, explorer de la manière la plus, on va dire, la plus exhaustive possible l'ensemble de notre voisinage spatial qui est le système solaire. Et naturellement, il est impossible de démarrer, notre voyage sur le système solaire sans commencer par le roi qui trône au centre de ce système aussi complexe qu'extraordinaire qu'est le système solaire, qui est notre bon vieux soleil, notre étoile que nous connaissons, c'est qui nous est tellement familière, qui nous apporte lumière et chaleur. Alors, la première chose qu'on peut mentionner déjà sur le soleil, c'est déjà d'où vient son nom, en fait. Pourquoi on l'appelle comme ça? On emploie ce mot tous les jours, au point qu'on y on d'ailleurs, on n'y pense même pas. Mais pour quelle raison on lui a donné ce nom-là? Eh bien, en fait, le nom du soleil, en tout cas dans notre langue française actuelle, on peut retracer son histoire, assez loin dans le passé, puisqu'elle date de l'Antiquité, plus exactement de l'Antiquité grecque. En effet, la figure du soleil, telle qu'elle sera, que ce soit le nom ou même la symbolique qu'on lui donne, encore aujourd'hui, qu'on a encore, dans ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif, l'image du soleil, elle est vraiment apparue, avec, l'Antiquité grecque, en particulier à cette époque où justement, la science moderne n'existait pas encore. Puisque la science moderne, on considère que l'histoire de la science moderne, elle ne commence vraiment que d'il y a 400 ans, avec l'astronome Galilée d'ailleurs. Et avant ça donc, on n'avait pas la science pour expliquer les phénomènes qui nous entouraient et ce n'était pas le même rapport à la connaissance qu'on entretenait. En tout cas, pendant une grande partie de l'histoire, sachant quand même que l'humanité a inventé l'écriture à peu près environ 3500 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est en 2022, ça nous donne à peu près 5500 ans d'histoire. Sur ces 5500 ans, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a que 400 ans qui comportent la science moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, pendant longtemps, pour essayer d'expliquer les phénomènes, on recourait davantage à la religion et aux mythologies. Les mythologies étant justement des ensembles de contes et de récits qui avait, avant tout 2 buts. Le premier était bien sûr essayer d'expliquer les phénomènes qui nous entourent, pourquoi le soleil brille, pourquoi le vent souffle, pourquoi la foudre s'abat. Mais les récits mythologiques avaient aussi pour mission de raconter des histoires humaines, des histoires d'amitié, de guerre, d'amour, et cetera, mais toujours aussi de transmettre des valeurs morales pour éduquer l'esprit. Et quand on s'intéresse aux mythologies, très rapidement, on est confronté à ce qu'on appelle le panthéon. Le panthéon, c'est l'ensemble des divinités, les dieux et les déesses qui caractérisent une mythologie. Donc, la mythologie grecque est naturellement la plus connue et une des plus complexes. Puisque dans la mythologie grecque, les dieux ne sont pas seulement les maîtres de les éléments ou de leurs attributs, ils appartiennent aussi à toute une généalogie qui a été conceptualisée autour d'eux. Donc ils ont des parents et les parents des dieux de la mythologie grecque, les fameux dieux de l'Olympe, eh bien leurs parents, c'était la génération de dieux avant eux, la génération des titans. Les titans, c'étaient des géants au pouvoir surnaturel qui leur donnaient un contrôle absolu sur l'élément auquel qui leur était attribué. Et parmi ces titans, il y avait le titan qui avait pour attribut le soleil et qui a été nommé par les Grecs Hélios. Par la suite, les Grecs ont été conquis par un autre peuple très connu, qui est le peuple des Romains. Un peuple qui est connu pour être justement très militaire. Il y a qu'à voir l'empreinte que ça a laissé dans, par exemple, la BD, la bande dessinée Astérix, où les Romains sont clairement présentés en armure, avec bouclier et casque, témoignant bien de l'image guerrière et militaire qu'on retient d'eux. Mais les Romains n'étaient pas seulement des conquérants. En tout cas, ils n'étaient pas intégralement malveillants, dans le sens où, c'est vrai, ils envahissaient, ils faisaient beaucoup de conquêtes, mais ils ne cherchaient pas à écraser les peuples qu'ils colonisaient. Ils cherchaient à les intégrer et ils cherchaient aussi à
assimiler leur culture, car ils considéraient que justement, il y avait toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Donc quelque part, les Romains, ce sont un petit peu eux qui ont instauré ce qu'on appelle l'universalisme dans l'humanité. Et justement, vous imaginez bien l'émerveillement qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont découvert la mythologie grecque. Et ils étaient tellement émerveillés par cette découverte qu'ils l'ont intégralement gardée à un détail près. Ils ont renommé tout le monde, les dieux et les héros. Par exemple, Zeus, le roi des dieux de la mythologie grecque, va être renommé Jupiter. Poséidon, le dieu de la mer, avec son célèbre trident, va être renommé Neptune. Hadès, le seigneur des enfers, le seigneur des morts, sera renommé Pluton. Arès, le dieu de la guerre, sera renommé Mars. Tous des noms qui vous disent peut-être quelque chose, puisque ce sont les noms des planètes aujourd'hui. Et Hélios n'a pas fait exception à la règle, puisqu'il a été rebaptisé par les Romains Sol, qui donnera en français soleil et solaire. Alors ça, c'était donc la petite parenthèse mythologie. Mais depuis le temps, donc maintenant depuis 400 ans, nous avons la science moderne et grâce à elle, nous avons pu apprendre à connaître notre Soleil bien mieux en l'espace de seulement 4 siècles. Donc déjà, la première information qu'on peut, on va dire un petit peu globale, un petit peu générique, qu'on peut retenir du Soleil, c'est déjà sa taille, ou plus exactement son diamètre, puisqu'on peut le voir, le Soleil, il s'agit d'une boule. Donc le Soleil a un diamètre de 1 400 000 km. Ça ne vous parle pas forcément, mais imaginez que nous prenions la Terre entière, donc toute notre planète, nous pourrions l'aligner 109 fois sur le diamètre du Soleil, de 1 jusqu'à 109 fois. Et si on prend la boule entière du Soleil, c'est encore pire, puisqu'à l'intérieur, on pourrait loger carrément 1 million de fois la Terre entière. C'est dire la démesure en matière de taille de notre Soleil. Mais si le Soleil est très grand, il est surtout très lourd. Vous pouvez voir qu'il correspond à 99,9% de la masse de tout le système solaire. Il en a rassemblé tout le poids. Et ça, cela vient justement de la naissance du système solaire, donc avant qu'il n'existe, il y a 4 milliards 500 millions d'années. Quand le système solaire n'existait pas, il y avait un nuage de gaz et de poussière qui se sera mis à tourner sur lui-même sous l'effet d'une instabilité, d'une impulsion. Il va se mettre à tournoyer sur lui-même et à tourner de plus en plus vite. La matière en son centre va se focaliser pour donner naissance au Soleil, qui aura rassemblé la quasi-totalité du matériau. On peut voir ça un petit peu comme une barbe à papa, comme la formation d'une barbe à papa. Vous avez un disque de matière, donc de gaz et de poussière, qui se met à tourner de plus en plus vite. Et c'est au centre que, donc là où la barbe à papa, ou le confiseur, justement, rassemble le fil de la barbe à papa, et bien là, c'est un petit peu la même chose avec le Soleil. Au centre, la quasi-totalité de la matière s'est concentrée à cet endroit-là en une énorme masse qui représente la quasi-totalité du système solaire aujourd'hui. Pour donner une idée, si on prenait justement le disque de gaz et de poussière qui a donné naissance au système solaire et qu'on le comparait à un bloc d'une tonne, 1000 kilos, eh bien, vous auriez, justement, avec le pourcentage, 999 kilos du bloc qui se seraient retrouvés dans le Soleil. Et le dernier petit kilo qui reste, c'est les planètes qui vont devoir se le partager. Euh, Ah oui, et si justement on arrivait à placer le Soleil sur une balance, imaginons une balance suffisamment grosse pour supporter la chaleur du Soleil, le poids qu'on mesurerait serait un chiffre astronomique, littéralement, un 2 suivi de 30 zéros derrière, ce qui donnerait le poids en kilos d'une étoile moyenne, puisque le Soleil est ce qu'on appelle une naine jaune, c'est-à-dire c'est une étoile qui, comparée à d'autres étoiles, est relativement petite, mais en réalité, quand on compare les différentes étoiles géantes et naines, en vérité, les naines jaunes sont des étoiles vraiment dans la moyenne. Donc là, vous avez une idée du poids moyen d'une étoile, on va dire, normale.
Et autant dire que même si elle résiste à la chaleur, la balance, elle est morte avec un tel poids. En parlant de chaleur, il y a justement, vous pouvez voir justement la température de surface du Soleil. Et j'insiste bien sur la surface. D'ailleurs, vous pouvez voir que la flèche, je l'ai faite démarrer exprès de la circonférence et non pas de l'intérieur. Parce que la surface du Soleil est de 5500 degrés, ce qui correspond à peu près entre 5 et 6 fois la température de la lave en fusion. Et encore, ce n'est que la région la plus froide du Soleil. À l'intérieur, vous verrez qu'il fait bien plus chaud encore. Alors, à présent, nous allons nous intéresser à la rotation du Soleil, qui est assez atypique en vérité. En effet, je pense que tout le monde dans le public est au courant de la durée de nos journées de 24 heures. Et nous savons que nos journées durent 24 heures parce que la Terre tourne sur elle-même et c'est la Terre en tournant sur elle-même qui expose en permanence une moitié de sa surface pendant que l'autre est plongée dans la nuit. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il est assez évident que l'on soit en France, en Afrique ou en Australie, une journée, c'est toujours 24 heures. Il y a certes les décalages horaires, ce qu'on appelle les fameux fuseaux horaires, mais il y a toujours, sur le total de la journée, une journée, c'est toujours 24 heures. Ça paraît normal et même évident, parce que la Terre est une boule compacte qui tourne sur elle-même en un seul mouvement. Le Soleil, lui, et son cas est légèrement différent. En effet, le Soleil n'est pas une boule compacte, alors certains le comparent à une boule de gaz, d'autres le comparent à une boule de feu. Alors, aucune de ces deux descriptions n'est vraiment exacte, mais d'un certain point de vue, c'est un petit peu le cas, dans le sens où le Soleil est on peut dire, une boule de fluide. Il n'est pas compact, contrairement à la Terre. Et à cause de ça, vous pouvez voir qu'il y a donc vous pouvez voir les flèches circulaires qui représentent la rotation. Vous pouvez voir qu'il y a deux couleurs différentes. À l'équateur, la flèche est rouge, la matière tourne autour de l'axe vertical en 25 jours, alors qu'au pôle, la rotation met 35 jours. Pour donner une image un petit peu plus simple, un peu plus facile à se représenter, en fait, le Soleil, en se tournant sur lui-même, il se déboîte un peu comme un Rubik's Cube. Et comme si la rotation du Soleil n'était pas assez étrange comme ça, tous les 5 ans et demi, la rotation du Soleil change de sens. Il se met à tourner à l'envers. Ça veut dire que pendant 5 ans et demi, le Soleil va tourner dans un sens. 5 ans et demi plus tard, il va se mettre à tourner dans l'autre sens. Et encore 5 ans et demi plus tard, il va reprendre son sens de départ. Ainsi, il se dessine ce qu'on appelle un cycle solaire de 11 ans. Alors, comment on a fait pour pouvoir se rendre compte que la rotation du Soleil pouvait changer de sens? Est-ce qu'on l'a réellement regardé directement? Eh bien, déjà, regarder le Soleil directement, c'est très délicat. Ce n'est pas impossible. On verra ça un petit peu plus tard dans la conférence. Mais ce qui a permis vraiment de repérer l'existence d'un cycle solaire, ce sont les tempêtes solaires, aussi appelées éruptions solaires. En effet, le Soleil ne produit pas des éruptions et des tempêtes solaires en continu, ou plutôt, ce n'est pas une production stable et continue, régulière. Je vous dis régulière. Le Soleil, l'activité des éruptions solaires et des tempêtes solaires est surtout marquée par des périodes de très forte agitation, alternant avec des périodes beaucoup plus calmes. C'est ce qu'on appelle les maximums et les minimums solaires. Et l'alternance de ces maximums et de ces minimums solaires a permis de mettre en évidence justement l'existence de ce cycle solaire qui dure justement 11 ans.
Et ici, nous avons donc la composition. Alors, je vais peut-être tout ça. Excusez-moi. Donc là, vous avez la composition représentée sous forme d'un camembert. Vous pouvez voir que l'écrasante majorité de la composition du Soleil est un gaz connu sous le nom d'hydrogène. L'hydrogène, c'est le gaz le plus léger et le plus répandu dans l'univers. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs essentiel dans la composition des étoiles. Sur Terre, il existe, nous le connaissons, sous forme moléculaire, le dihydrogène, qui est un gaz très hautement inflammable, voire même explosif lorsqu'on le fait réagir avec du dioxygène et qui donne alors naissance à de l'eau. C'est d'ailleurs de là que vient son nom. Hydrogène, hydros, l'eau, génos, créateur. L'hydrogène, ça veut dire créateur d'eau. Ensuite, la deuxième tranche qui est un petit peu plus petite, c'est l'hélium. Donc c'est un autre gaz très léger, lui aussi, qui est aussi très présent dans le Soleil. D'ailleurs, vous pouvez voir que hélium a la même racine que hélios, et ça, ce n'est pas un hasard, parce que la première fois qu'on a découvert de l'hélium, c'était en observant le Soleil. C'était la découverte d'un matériau qu'on n'avait jamais découvert sur Terre, et qu'on a alors appelé matériau solaire, donc hélium. Aujourd'hui, l'hélium est un gaz beaucoup plus connu, en particulier pour son usage très récréatif, que ce soit justement pour le gonflement de ballons, et comme l'hélium est un gaz plus léger que l'air, ça permet de maintenir les ballons en suspension. D'ailleurs, ce qui rend l'hélium plus intéressant que l'hydrogène dans ce cadre-là, c'est que contrairement à l'hydrogène, l'hélium n'est pas inflammable du tout. L'hélium est un gaz inerte, donc il ne réagit pas et il est donc beaucoup plus sécurisé. Et bien sûr, l'hélium est aussi très connu pour son effet qui altère la voix lorsqu'on le respire, la voix devenant ridiculement aiguë et pouvant occasionner de bonnes tranches de rigolade. Et pour finir, il reste la toute petite parcelle qui est là, c'est ce qu'on appelle les éléments lourds, ou en astronomie, on appelle ça aussi les métaux. En effet, lorsqu'on parle de métal, sur Terre, on a très rapidement une idée de ce que c'est. C'est en général un matériau solide, qui conduit l'électricité. On pense par exemple au fer, à l'aluminium, au cuivre ou encore à l'or et à l'argent. Mais dans l'espace, vous pouvez trouver de la matière dans absolument tous les états, même les plus fantastiques, on va dire, hein, même les plus barrés, les plus étranges. Et ça va donner. Et donc, du coup, la définition de métal a été considérablement élargie en astronomie. Elle inclut tous les métaux au sens terrestre, mais elle inclut aussi tous les autres éléments qui ne sont pas de l'hydrogène et de l'hélium. D'ailleurs, on parle justement de métallicité pour les étoiles. La métallicité, c'est la teneur en éléments lourds présents dans telle ou telle étoile. Alors à présent, je vous propose de voyager à la surface du Soleil comme si vous y étiez. Alors vous pouvez voir que la surface du Soleil n'a rien d'une mer d'huile. C'est très loin d'être tranquille. Déjà, on peut commencer par constater la présence de bouillons, de très grosses bulles, qu'on connaît depuis les premières observations du Soleil, mais qui à l'époque, comme ce n'était pas des observations directes, c'était à la place des observations par projection, on les a appelés les granules, parce qu'on ne savait pas que c'était des bouillons à l'époque. Mais aujourd'hui, nous savons que ce sont des bulles dont la surface est si vaste qu'elle équivaut à un pays de la taille de la France. Et ce devant quoi nous venons de passer, que vous avez pu voir à l'instant, qui se déployaient, ces magnifiques arches, c'est ce qu'on appelle les protubérances solaires. De splendides arches de plasma absolument gigantesques, tellement grandes que la Terre entière pourrait passer dessous très facilement. Ces protubérances solaires sont branchées à la surface au niveau de ce qu'on appelle les taches solaires, des régions très sombres qui en fait sont des régions du Soleil plus froides que le reste. En fait, la protubérance, là où elle est branchée, va aspirer
la matière chaude de la surface et ne laisser qu'une région beaucoup plus froide. Alors je précise quand même que froide, ça reste quand même, somme toute très relatif, puisque la température à la surface d'une tache solaire reste quand même de 3000 degrés. Encore un petit peu trop chaud pour des vacances. Et pour finir, vous avez très certainement pu remarquer que la surface du Soleil, en plus d'être bouillonnante, c'est aussi très agitée de vagues, comme si on était sur une mer déchaînée. Eh bien, ces vagues sont appelées les oscillations solaires, et elles ont joué un rôle assez important pour les scientifiques, puisque ce sont justement donc ces oscillations, ce sont des ondes qui traversent le Soleil de part en part et qui ont permis justement de connaître son intérieur. Donc là, je vous propose de découvrir ce que le Soleil a sous le capot, de l'intérieur vers l'extérieur, en commençant par la couche la plus intérieure, qui est le noyau, aussi appelé le cœur de l'étoile. C'est la chaudière qui permet au Soleil de produire la fantastique énergie dont il nous fait disposer. Ce noyau est l'endroit le plus chaud de tout le système solaire avec ses 15 millions de degrés. Et on reparlera justement de ce processus de production d'énergie un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous propose de passer à la couche au-dessus du noyau qui est la zone radiative. Alors la zone radiative, c'est une zone dans laquelle justement la matière est encore très dense et dans laquelle le rayon de lumière va passer énormément de temps. Pourquoi? Parce que comme la matière est très dense, vous allez pouvoir le voir dans ce petit extrait vidéo, alors là, vous allez avoir, voilà, là vous avez par exemple un noyau d'hydrogène, c'est un noyau d'hydrogène qui est là, et ça, c'est le rayon lumineux. Il a été produit dans le noyau à l'issue d'une réaction nucléaire, et maintenant son but, c'est de sortir de là. Mais son parcours va être extrêmement parsemé d'embûches. Parce que la zone radiative est faite d'une matière tellement dense que le rayon de lumière a énormément de mal à se faufiler. Vous voyez plutôt. On peut voir ici que que le rayon de lumière a énormément de mal à se déplacer. Il a énormément de mal à se faufiler. Il n'arrive pas du tout à filer en ligne droite, hein. Il est constamment absorbé par les noyaux, puis réémis. Et ce va-et-vient va se faire en permanence dans toute la zone radiative. Ce qui crée une sorte de démarche assez étrange qu'on appelle la marche aléatoire. Et à cause de cette marche aléatoire, le rayon lumineux va rester bloqué à l'intérieur de la zone radiative pendant en moyenne 200 000 ans. Ce n'est que lorsqu'il arrive vers la troisième zone, la zone convective, la troisième région, la zone convective, que les choses vont commencer à s'accélérer. En effet, entre la surface qui est chauffée à 5500 degrés et l'intérieur qui est chauffé à au moins plusieurs millions de degrés, il y a une très forte différence de température entre la surface et les profondeurs. Et cette différence de température va être à l'origine d'une circulation bien particulière qu'on appelle la convection. Concrètement, la matière froide descend, tandis que la matière chaude remonte. Et ça crée cet effet de tapis roulant, ça crée des courants de convection, ou aussi appelés des bulles de convection, qui brassent constamment la matière dans cette région-là à l'intérieur du Soleil. Et lorsque notre petit rayon de lumière arrive enfin à quitter la zone radiative et qu'il entre dans la zone convective, la marche aléatoire est toujours présente, puisqu'on reste toujours dans des régions très denses, mais grâce au courant, la matière qui absorbe le rayon lumineux va se déplacer très rapidement, et donc le rayon de lumière va suivre, forcément il va suivre, il va se laisser emporter, il va suivre le mouvement, et ça va lui permettre de sortir du Soleil en l'espace d'un peu plus d'une semaine, environ 10 jours, on estime. Puis arrive la surface du Soleil, ce qu'on vient de voir, ce qu'on appelle aussi la photosphère.
Donc c'est la surface du Soleil, hein, ça correspond à la surface, au sol sur les planètes solides comme la Terre, avec une température de 5500 degrés et de nombreux phénomènes comme les taches solaires ou les protubérances que nous avons déjà vus. Pour finir, la dernière partie, on peut considérer comme la dernière couche, ce qui correspond pour une planète à son atmosphère. Chez une étoile, on appelle ça la couronne. Alors ici, ça s'appelle la couronne solaire. Et c'est justement dans le dessin typique du Soleil, lorsqu'on représente le Soleil comme un rond avec les rayons qui partent, les rayons représentent entre autres sa couronne. Et la couronne solaire, elle est caractérisée aujourd'hui par un mystère encore aujourd'hui irrésolu. En effet, c'est marqué ici, le noyau est chauffé à 15 millions de degrés. La surface, on l'a vu plus tôt, est portée à 5500 degrés. Donc on pourrait se dire que plus on s'éloigne du centre, plus il fait froid, ce qui paraît logique. Plus on est proche d'un radiateur, plus on sent sa chaleur, plus on s'en éloigne, moins on la sent. Jusque-là, ça a l'air très intuitif. Sauf qu'avec la couronne solaire, eh bien, il vient de se passer quelque chose de très étrange, parce que lorsqu'on a mesuré la température de la couronne, celle-ci dépasse le million de degrés, entre 1 et 3 millions de degrés. Alors on n'est pas au niveau du noyau, mais on se retrouve quand même avec une température anormalement élevée, puisqu'on se retrouve avec le noyau en dessous chauffé à 15 millions, la couronne à l'extérieur chauffée à environ 2 millions de degrés, et prise en sandwich entre ces deux extrêmes de chaleur, on a la surface qui n'a que pour température 5500 petits degrés. Et c'est là que se pose justement tout le mystère. Comment la couronne arrive à être aussi chaude? Parce qu'en vérité, ben, on ne le sait pas vraiment. Même encore aujourd'hui, on ne le sait pas. Il y avait une explication qui était proposée à un moment donné, et c'était par rapport justement aux fameuses granules, les bouillons, puisque ce sont d'énormes bulles aussi vastes que la France qui gonflent, qui éclatent et qui retombent finalement, comme lorsque vous regardez les bouillons dans une casserole. Et on est d'accord que lorsqu'une casserole qui bout, ça fait du bruit. C'est aussi bruyant. Eh bien, on pensait que justement, avec des bouillons aussi gros, à un tel rythme, et qui s'enchaînent aussi rapidement, on pensait que ça générerait une énergie sonore monstrueuse qui serait capable de chauffer la couronne. On pensait que c'était ce déploiement d'énergie acoustique qui permettrait de surchauffer la couronne. Sauf qu'après quelques simulations surtout, ben, on s'est rendu compte que ce n'était pas assez, que c'était très loin d'être suffisant et que par conséquent, le bouillonnement de la photosphère ne permettait pas d'expliquer la température dégénérée de la couronne solaire. Donc encore aujourd'hui, le mystère reste complètement entier et l'affaire est toujours à suivre. Alors à présent qu'on a vu un petit peu le Soleil dans ses généralités, on va regarder un petit peu plus de quoi il est fait. Alors on a vu de quoi il était on l'a vu dans son ensemble, on a vu de quoi il était structuré, on a vu sa composition qui est l'hydrogène. Et encore une fois, je vais revenir un petit peu là-dessus. On décrit souvent le Soleil soit comme une boule de gaz, soit comme une boule de feu. Et en fait, quand on y regarde de plus près, bah en fait, dans les deux expressions, d'une certaine manière, c'est un petit peu le cas. C'est un petit peu particulier, dans le sens où d'un côté, ben, c'est de l'hydrogène qui, pour nous, existe sous forme de gaz. Donc, du coup, on considère que le Soleil est une boule de gaz à un certain degré. Mais d'un autre côté, il est beaucoup trop chaud pour être à l'état gazeux. Et il semble, en termes de température, il est beaucoup plus proche d'une boule de feu que d'une boule de gaz. Le problème, c'est que le feu, il résulte d'une réaction de combustion, ce qui n'est pas du tout le cas du Soleil. Alors, c'est une hypothèse qu'on avait à une époque. On pensait que le Soleil était à brûler comme n'importe quel feu sur Terre, que c'était une grosse boule de combustible entourée d'oxygène et qu'il générait de la chaleur comme ça, en brûlant comme ça.
Le problème, c'est que justement, en ayant connaissance justement de la masse du Soleil et, et en considérant justement des réactions de combustion, eh bien, on s'est rendu compte que si on avait un feu de la taille du Soleil, on imagine un tas de bois, un tas de fagots de la taille du Soleil et qu'on y met le feu, on s'est rendu compte que les flammes ne mettraient que 5 à 6 000 ans pour se consumer entièrement. Le problème, c'est que la vie sur Terre existe depuis bien plus longtemps que ça. On le sait, en particulier grâce aux fossiles, on sait que la vie existe depuis des millions d'années, et encore plus avec ce qu'on appelle la datation radiométrique. On connaît l'âge de la Terre, qui est de 4,5 milliards d'années, donc autant dire que le Soleil existe depuis bien plus longtemps que ça. Et donc, on a cherché pendant très longtemps à connaître de quoi le Soleil était réellement fait et comment, du coup, il pouvait tirer son énergie de cette façon. Et donc, de quoi est fait le Soleil et de quoi sont faites les étoiles? Eh bien, elles sont faites de matière, ça ne change pas. Mais la matière, on sait qu'elle existe sous plusieurs états. Les trois plus connus étant l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Avec un degré de liberté croissant pour la substance qui le compose. Un solide a un volume et une forme. Un liquide a un volume mais pas de forme. Un gaz n'a ni volume ni forme. Donc ça, ce sont les trois états qui sont composés d'atomes et de molécules neutres. Mais, comme vous pouvez le voir sur la diapo, il existe un quatrième état de la matière qui est l'état plasma. Et en fait, l'apparition de l'état plasma apparaît quand justement un matériau donné est suffisamment chauffé pour que les électrons qui se trouvent dans les atomes et les molécules arrivent à se dissocier et soient arrachés des atomes, des liaisons moléculaires. Donc du coup, les molécules se brisent. Donc les atomes peuvent se faire arracher leurs électrons. Les molécules, du coup, voient leur liaison se briser. Et on se retrouve avec une mer d'électrons très dynamique dans laquelle flottent ce qu'il reste des atomes. Et ce qui reste des atomes se retrouve alors muni d'une charge électrique, puisqu'au départ, un atome est électriquement neutre. Mais si vous lui arrachez une charge ou que vous lui en rajoutez une, à ce moment-là, il va devenir une particule électrique. Et lorsqu'un atome est muni d'une charge électrique, avec ajout ou enlèvement d'un électron, il devient ce qu'on appelle un ion. Et c'est l'agitation de ces ions qui va caractériser la température du plasma, ce qui nous permet de dire en gros si un plasma est chaud ou froid. Alors quelques exemples de plasma, en vérité nous en voyons plein tous les jours, mais on ne le réalise pas forcément. Le feu par exemple, les flammes, c'est du plasma. Et pour le coup, le feu c'est un plasma froid. Aussi surprenant que ça puisse l'être, que ça puisse paraître, le feu est techniquement un plasma froid. Parce qu'à côté, d'autres types de plasma qui existent sont bien plus chauds. À commencer par la surface du Soleil qui est à 5500 degrés, mais aussi la foudre, les éclairs, dont la température à l'intérieur du zigzag peut atteindre les 30 000 degrés. 6 fois la température de la surface du Soleil, rendez-vous bien compte. Donc oui, le plasma, le feu, c'est un plasma qui, par comparaison, est beaucoup plus froid que la plupart de ses homologues. Alors là, vous avez une idée de justement à quoi ressemble justement un plasma, comment on crée un plasma. En général, soit en le chauffant, soit en appliquant un très fort courant électrique. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous avez les atomes qui vont se scinder avec les noyaux, les ions d'un côté et les électrons de l'autre qui flottent comme une masse ou comme une sorte de nerf. Et pour finir, à droite, vous avez là la représentation qu'on se fait d'un ion. Vous pouvez voir que justement, il n'est entouré que de 3 électrons. Mais à côté, si vous comptez justement ce qu'il y a dans le noyau, ce qu'on appelle les protons, les charges positives, on peut voir que celles-ci sont beaucoup plus nombreuses que les électrons. Donc la charge électrique de cet ion-là est positive
comparé à son atome qui lui est neutre. Alors, ce qui a tendance à mettre le plasma, le quatrième état de la matière, un petit peu à part des trois autres, c'est que contrairement à eux, un plasma n'est pas fait d'atomes ou de molécules neutres, il est fait de particules électriques, puisqu'on a les électrons et on a les ions. Et comme à l'intérieur du plasma, ce sont des particules d'électricité qui se déplacent, eh bien, cela revient à dire que fondamentalement, un plasma est parcouru de tout petits courants électriques, de courants électriques microscopiques. Et lorsqu'il y a des courants électriques qui arrivent à se déplacer, cela entraîne la création d'un champ magnétique. Donc le plasma est un état de la matière qui est capable de générer son propre champ magnétique. Et ce champ magnétique a justement tendance ça a naturellement tendance à l'auto-confiner. Ce qui lui donne justement cette espèce de consistance, comme on peut le voir par exemple un petit peu sur la gauche, vous pouvez le voir à l'intérieur de l'ampoule. On peut voir il a l'air d'avoir une consistance un petit peu entre le liquide et le gazeux. C'est parce que justement un plasma a tendance à s'auto-confiner. Mais attention, cela dit, l'autoconfinement n'est pas sans faille non plus. Ça ne va pas donner une forme vraiment, à moins d'avoir un champ magnétique très puissant qui arrive à forcer une forme précise à un plasma. Le plasma conserve malgré tout globalement un comportement très fluide. Ça reste malgré tout un fluide, fondamentalement parlant. Et puisque le plasma produit son propre champ magnétique, cela veut dire aussi qu'il est sensible au champ magnétique extérieur au sien. Donc déjà, nous savons que l'intérieur du Soleil est composé donc de plasma, donc d'électrons qui flottent. Ah, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Euh, donc le Soleil est fait de plasma, donc de particules électriques qui flottent. Et justement, comme le Soleil est un plasma extrêmement chaud, il est très fortement ionisé, au point qu'on en arrive en fait dans une situation au niveau d'ionisation le plus élevé, c'est-à-dire que les ions qui sont à l'intérieur, qui flottent dans le plasma, il ne reste même pas d'électrons autour d'eux. Ce sont ce qu'on appelle des noyaux nus, ils n'ont même plus d'électrons, ils ont été complètement dépouillés de leurs électrons. Et lorsqu'on arrive justement au noyau, avec ses 15 millions de degrés, il va se produire quelque chose d'assez intéressant. Les noyaux d'hydrogène, alors l'hydrogène, c'est le gaz le plus léger, le plus simple, puisqu'il n'est composé que d'un proton autour duquel orbite un électron. Donc autant dire que lorsque l'hydrogène est à l'état de plasma, très facilement, on se retrouve avec une mer d'électrons dans laquelle des protons vont flotter. Et lorsqu'on arrive justement à 15 millions de degrés à l'intérieur de ce plasma, eh bien les protons vont être projetés, accélérés les uns contre les autres. En effet, la température, c'est une grandeur physique qui mesure l'agitation des particules de la matière. En fait, la température, c'est ce qu'on appelle une grandeur macroscopique, c'est-à-dire que c'est une mesure statistique, dans le sens où en fait vous avez un grand nombre de particules, atomes, molécules, peu importe, vous avez un très grand nombre de particules, et collectivement, ces particules vont donner naissance à des grandeurs physiques qu'on peut mesurer. Vous avez entre autres la température, qui mesure justement l'agitation. Donc plus les particules sont excitées, plus elles s'agitent, plus l'objet est chaud. Donc ça, c'est la température. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la pression. La pression, c'est lorsque justement toute cette agitation est coordonnée est dirigée dans une direction donnée et qu'elle va appuyer sur une surface. Elle va appuyer sur une surface, puisque la pression, c'est une force par unité de surface. Donc ça veut dire que toute cette agitation va venir appuyer dans une direction précise sur une surface donnée. Ce sont ces grandeurs statistiques qui permettent entre autres d'étudier les gaz, puisque les gaz sont faits d'atomes et de molécules complètement libres qui flottent librement. Et comme il est impossible au vu du nombre colossal d'atomes et de molécules qui peuvent être présents,
il est absolument impossible de calculer la trajectoire et la vitesse de chacune de ces molécules individuellement. Donc, on est obligé de recourir à des grandeurs statistiques comme la température et la pression. Et lorsque justement on atteint une température de 15 millions de degrés, l'agitation des protons est tellement élevée qu'elle finit par permettre aux protons, qui sont pourtant munis de charges plus, qui sont donc tous les mêmes charges, donc, donc ça veut dire que normalement, si vous connaissez un petit peu ce qui se passe avec les aimants, deux aimants de même polarité se repoussent, alors que deux aimants de polarité opposée s'attirent. Excusez-moi. Donc, il est bien connu, les charges électriques identiques s'attirent, alors que les charges électriques de même signe se repoussent, alors que les charges opposées s'attirent. Donc normalement, les protons ne devraient pas pouvoir se toucher. Et pourtant, à 15 millions de degrés, la température, plutôt l'agitation est tellement forte que non seulement les protons vont réussir à se toucher, mais même plus que ça encore, ils vont être capables de fusionner pour donner naissance à un noyau d'hélium que vous voyez ici, en haut à gauche. Et vous pouvez voir que l'image de la balance n'est pas prise au hasard, parce que les 4 noyaux d'hydrogène, si on mettait, arrivait à les placer sur une balance, sur le plateau d'une balance, et qu'on prenait l'hélium et qu'on le plaçait sur l'autre plateau, eh bien on se rendrait compte que les deux masses ne s'équivalent pas. Les 4 noyaux d'hydrogène sont plus lourds que le noyau d'hélium. Donc c'est comme s'il y avait une certaine quantité de masse qui avait été perdue. Et en fait, ce qui permet d'expliquer la disparition de cette masse, c'est la très célèbre formule d'Einstein, E égale mc2, qui nous amène à nous rendre compte qu'en fait, la masse, c'est une forme d'énergie. De l'énergie existe dans l'univers et peut se condenser sous forme de particules, de masse. Et cette masse représente une certaine quantité d'énergie colossale. Et du coup, lorsque les quatre noyaux d'hydrogène fusionnent en un noyau d'hélium, une partie de cette masse est libérée sous forme d'énergie. D'abord de lumière, mais aussi de chaleur et de souffle. Parce que, en vérité, le Soleil et même les étoiles d'une manière générale ont un ennemi mortel. Cet ennemi mortel, c'est leur propre gravité, qui tente à les écraser. Vous avez tous très certainement entendu parler du célèbre objet céleste, le trou noir. Eh bien, le trou noir, c'est typiquement la situation qu'une étoile veut éviter. Et donc, pour éviter que leur propre gravité ne les écrase, ne les ratatine dans un trou noir, elles doivent exercer une force opposée qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est de là que justement les réactions nucléaires vont intervenir, puisqu'elles apportent une énergie qui se libère sous forme de lumière, de chaleur et surtout de souffle, permettant justement de pousser, de s'opposer à la force de gravitation. Et c'est cet équilibre entre le souffle provenant des réactions nucléaires et l'intérieur, la gravitation, qui va maintenir l'étoile dans un équilibre stable pendant la majeure partie de sa vie. Majeure partie de sa vie qui est connue sous le nom de séquence principale. Mais pour bien vous rendre compte d'à quel point le processus de fusion nucléaire est phénoménal dans les étoiles, à chaque seconde, le Soleil transforme 620 millions de tonnes d'hydrogène en 615 millions de tonnes d'hélium. Quant aux 5 millions de tonnes de masse perdue, eh bien en fait, ils ont été transformés en énergie. Alors j'ai mis en lumière, mais on peut aussi mentionner la chaleur et le souffle. Donc là, nous avons vu l'activité à l'intérieur donc dans le noyau du Soleil.
Mais ce n'est pas la seule activité que le Soleil possède. Il a aussi une autre activité qui est relativement indépendante de son activité nucléaire, qui est son activité magnétique de surface. Et pour ça, il faut comprendre justement un effet qu'on retrouve beaucoup chez les astres, un effet magnétique qu'on retrouve beaucoup chez les astres, qui s'appelle l'effet dynamo. Alors l'effet dynamo repose sur le principe de l'électroaimant. En fait, au cours du 19e siècle, un scientifique du nom de Maxwell a permis de se rendre compte que l'électricité, le magnétisme et la lumière n'étaient en fait que des facettes différentes d'un même phénomène, qu'on connaît aujourd'hui comme étant la force électromagnétique. Donc l'électricité et le magnétisme sont directement liés. En fait, on peut même dire que ce sont en fait les courants électriques qui donnent naissance au champ magnétique. Donc on peut très rapidement voir le lien qu'il y a entre ces deux notions. Et un électroaimant, ça fonctionne comment? Eh bien, tout simplement, en faisant passer un courant électrique dans l'aimant, on va faire en sorte que cet aimant produise un champ magnétique plus ou moins fort. Par, ex Par exemple, ici, vous avez par exemple, imaginez un fil électrique. Le voyage de courant électrique le plus simple qui soit dans un fil tout droit. Donc là, vous avez le fil avec la gaine verte qui est autour. Vous avez le courant qui passe, donc qui part du plus vers le moins. Et autour de ce courant électrique, vous allez avoir le champ magnétique qui se déploie en formant des cercles autour du fil. C'est le champ magnétique le plus simple qu'on puisse avoir. Ensuite, il y a des générateurs de champs magnétiques qui sont un peu plus élaborés que ça, comme ce qu'on appelle le solénoïde, aussi connu sous le nom de bobine ou de self. Une bobine, concrètement, c'est un fil enroulé en formant des spirales, des anneaux. Et lorsque le courant électrique passe à travers justement les spirales, on peut le voir avec les flèches, on peut comprendre que que l'électricité circule en formant justement des spirales, ça va générer des lignes de champ magnétique autour de la bobine, autour des spirales, et finalement tout autour de la bobine, créant un véritable champ de force. Notons d'ailleurs que plus le nombre ce qu'on appelle les spires, ces espèces de spirales que vous voyez là, plus le nombre de spires est important, plus le champ magnétique est fort. Et si vous regardez bien, à l'intérieur de la Terre, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. En effet, à l'intérieur de la Terre, il y a trois compartiments, la croûte, le manteau et le noyau. Et le noyau peut être scindé en deux parties, le noyau externe et le noyau interne. Alors le noyau interne est complètement solide, de par la pression. Ce n'est pas lui qui va nous intéresser. Celui qui va nous intéresser, c'est le noyau externe, qui est composé d'oxyde magnétique de fer liquide. Le noyau externe est complètement liquide. Ainsi, pendant que la Terre tourne sur elle-même, le noyau externe liquide va tourner également. Et en tournant sur lui-même, en entraînant l'oxyde de fer magnétique, ça va donner naissance à des courants électriques en spirale, exactement comme la bobine qu'on voit là, mais à la verticale. Et à partir de ces courants en spirale, ça va donner naissance au déploiement d'un champ magnétique tout autour de la Terre. Et c'est comme ça que justement notre planète est équipée d'un champ magnétique qui le protège des violentes radiations solaires la majorité du temps. Sauf que ça marche parce que la Terre est un solide. Elle a un pôle nord et un pôle sud. Donc jusque-là, la situation est relativement simple. Mais quand on commence à s'intéresser à une étoile comme le Soleil, ça devient rapidement beaucoup plus compliqué. Oh oui, tout ce que vous voyez là, c'est bel et bien des lignes de champ magnétique. Et en vérité, une étoile comme le Soleil n'a non pas un pôle nord et un pôle sud, mais des centaines, voire des milliers de pôles nord et de pôles sud qui en plus ne sont même pas immobiles. Ainsi, les lignes de champ magnétique peuvent se croiser, s'entrecroiser,
Et ça peut donner naissance à des phénomènes extrêmement violents que nous allons voir dès à présent. Alors déjà, du Soleil à la Terre, on peut déjà mentionner la distance Terre-Soleil, qui est très connue en astronomie puisqu'il s'agit de 150 millions de kilomètres. Et les astronomes qui étudient le système solaire se servent justement de cette distance de 150 millions de kilomètres comme référence pour la ramener à ce qu'on appelle une unité astronomique. Ça permet de ne pas avoir 36 zéros à se trimballer lorsque on étudie le système solaire sur plusieurs, voire des dizaines d'unités astronomiques. Alors, vent solaire, protubérance solaire, éruption solaire, tempête solaire, tous ces noms-là, on les a déjà tous plus ou moins un petit peu entendus ici ou là, sans jamais vraiment savoir à quoi ces termes correspondaient exactement. Finalement, on y perd un petit peu son latin. Alors, je vous propose de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et qu'on soit bien clair sur les termes. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Alors, le vent solaire, c'est un souffle de plasma qui part de la couronne, donc qui part de très loin, et qui est continuellement soufflé par le soleil. Le soleil va souffler son vent solaire continuellement et de manière, on va dire, régulière. C'est-à-dire que même là, en ce moment même où nous sommes en train de parler, dans l'espace, il y a du vent solaire qui est en train d'être relâché, qui est en train d'être relâché et, et qui finalement suit un petit peu son train, puisque en fait, le soleil, il le laisse aller en continu, sans vraiment intervenir dessus, non. Ça, c'est un vent, le vent solaire, c'est du souffle de plasma continuellement éparpillé dans l'espace, sans que ça ait de réel incident, parce que justement, le champ magnétique terrestre est largement assez résistant pour résister au vent solaire. Donc ce n'est pas lui qui va nous poser le plus de problèmes tant que nous sommes à l'abri sur Terre. Par contre, lorsqu'on commencera à s'intéresser aux voyages, pourquoi pas interplanétaires dans le système solaire, ce sera effectivement un obstacle sérieux à prendre en compte pour ne pas affecter, les équipages ou peut-être même, pourquoi pas, les touristes, hein, si un jour un tourisme spatial se venait à se développer, pourquoi pas. Donc pour l'instant, le vent solaire ne nous cause pas vraiment de problème, mais ça peut être amené à changer, avec le temps, si on commence à s'aventurer plus loin dans l'espace. Ensuite, nous avons la protubérance solaire. Alors les protubérances, ce sont ces belles structures que vous voyez à la surface du Soleil, qui forment justement des sortes d'arches, des arches de plasma. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la petite séquence vidéo. Ce sont d'énormes arches de plasma sous lesquelles la Terre entière pourrait passer. Et en fait, ce qui va constituer une protubérance solaire, c'est d'abord un champ magnétique. Plus exactement, les lignes de champ d'un champ magnétique, comme on peut très bien les voir ici et là. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que le plasma va venir chevaucher le champ magnétique, qui va alors servir de charpente à toute la protubérance solaire. Mais comme vous avez peut-être pu aussi le remarquer dans la petite vidéo, les protubérances solaires ne se contentent pas de rester sagement là. D'ailleurs, rien qu'en revenant un petit peu sur le champ magnétique solaire, puisque justement on a vu que, que le plasma suit les lignes de champ magnétique, ça veut dire que lorsque vous voyez tout le champ magnétique comme ça en train de s'agiter dans tous les sens, dites-vous que que le plasma qui constitue les protubérances solaires suit complètement le mouvement. Or, heureusement, cette simulation est en accéléré. Donc, on se rend compte quand même de pas mal de choses. Ça permet d'observer assez rapidement. Mais en gros, c'est ça ce qui se passe en fait.
Et on peut voir qu'à aucun moment, les lignes de champ magnétique ne restent stables. Elles se croisent, elles s'entrecroisent, même elles se nouent parfois entre elles. Et naturellement, la protubérance qui se sert de ce champ magnétique comme charpente, bah forcément, le plasma va suivre le mouvement. Donc, on va se retrouver du coup non seulement avec des lignes de champ magnétique, mais aussi avec des protubérances solaires qui se mêlent et s'entremêlent et qui vont alors du coup accumuler énormément d'énergie magnétique. À tel point qu'au bout d'un moment, par exemple cette protubérance que vous voyez là, ou encore celle-là, ces protubérances finissent par ne plus supporter le coup, elles finissent par ne plus tenir le coup, elles se brisent et elles relâchent toute l'énergie qui a été accumulée à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle alors une éruption solaire, aussi appelée tempête solaire. C'est un énorme panache de plasma. Donc ça, c'est un petit peu ça fait penser un peu au panache de fumée, sauf que là, il est en plasma. Et ce panache est violemment expulsé dans l'espace lorsque justement les protubérances finissent par céder et se briser lorsqu'elles ont accumulé beaucoup trop d'énergie magnétique. Alors le plus souvent, les éruptions solaires ne sont pas dirigées vers nous. Alors comme j'ai dit plus tôt avec le cycle solaire, déjà le Soleil ne produit pas des éruptions en permanence, hein, ce n'est pas en continu. Il y a des épisodes où il est un peu plus énervé et des épisodes où il est plus calme. Et même dans les épisodes où il est plus énervé, en vérité, il disperse des éruptions solaires dans toutes les directions de l'espace. Ce n'est pas spécifiquement dirigé vers la Terre. Donc des éruptions solaires, il peut bien en lâcher à peu près autant qu'il le veut. En général, il y a peu de chances pour que ce soit dirigé vers nous. Après, peu de chances, ça ne veut pas dire zéro. Et il peut arriver que la Terre se retrouve dans la ligne de mire de la tempête solaire, ce qui crée alors ce qu'on appelle une tempête solaire parfaite, au cours desquelles justement des aurores boréales vont être créées du pôle Nord jusqu'à Rome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, en fait, je reviens un petit peu, attendez, je reviens un petit peu en arrière, permettez-moi. Vous pouvez voir que lorsque la Terre est toute seule, son champ magnétique est bien symétrique, bien régulier, et il se déploie, oui, c'est ça, il se déploie de manière symétrique autour de la planète. Là, vous pouvez voir que ce n'est pas le cas. Il y a une partie qui fait le dos rond, qui s'arrondit, pendant que l'autre est en train de complètement s'étirer vers l'arrière. Alors ça, c'est ce qui se passe quand justement une éruption solaire ou une tempête solaire, hein, peu importe, c'est la même chose, sont dirigés vers la Terre. Donc le panache on est dans la ligne de visée du panache de plasma. Et lorsque le panache de plasma en question arrive, il va être beaucoup plus puissant que le vent solaire et il va obliger le champ magnétique à se déformer. Un petit peu comme dans la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le roseau plie mais ne rompt pas. Eh bien ici, c'est un petit peu la même chose. Le champ magnétique se déforme, mais se déforme, mais il ne s'est jamais brisé. Il n'a jamais été cassé. Par contre, ce qui peut avoir tendance à arriver, et là c'est un petit peu plus fâcheux, donc là on voit déjà le champ magnétique est en train de se distordre sous l'effet de l'éruption solaire, mais on peut se rendre compte qu'aussi ça peut aller, si on descend un petit peu en dessous, ça va encore plus loin que ça. Donc là, vous avez les lignes de champ magnétique qui essaient de former un petit peu le bouclier, qui essaie un petit peu de faire le dos rond. Mais à côté de ça, vous avez un champ magnétique complètement étiré vers l'arrière. À certains endroits, les lignes de champ magnétique se touchent et il se produit un phénomène qu'on appelle la reconnexion magnétique. Et en fait, elle a tendance un petit peu à poser problème, cette reconnexion magnétique, parce que vous pouvez voir que là où la reconnexion se fait, là, ça crée des régions où le champ magnétique n'est plus présent. Et ce qui peut arriver malheureusement, c'est que certaines particules du vent solaire se retrouvent piégées dans ces petites cavités.
Alors, je ne sais pas si avec la souris, vous arrivez à voir ce que je représente. C'est la sur l'image de droite, c'est la case, tout, c'est la vignette, tout, c'est celle qui est tout en bas, avec flux de plasma chaud et rapide. Vous voyez qu'il y a des endroits où les lignes de champ magnétique se referment complètement et forment comme une sorte de boule, hein, ou ce qu'on appelle un plasmoïde. Mais entre les plasmoïdes, vous avez tout un tas de régions où le champ magnétique n'est plus présent et dans lesquelles justement les particules du vent solaire peuvent se retrouver piégées. Et à ce moment-là, elles peuvent se laisser guider jusqu'au pôle de la planète et entrer en contact avec notre atmosphère. Et c'est ça qui va donner naissance aux célèbres aurores boréales. Alors la couleur des aurores boréales est très souvent soit verte, alors le plus souvent elle est verte, mais elle peut être aussi rose un peu violacée. Et ça, c'est dû à la composition de l'atmosphère. Le vert que vous voyez, cette couleur verte que vous voyez, c'est la couleur signature de l'oxygène en haute altitude. Quant au rose, ça correspond davantage à l'azote. Donc le diazote et le dioxygène, qui sont les deux gaz les plus prépondérants dans l'atmosphère terrestre, dans l'air que nous respirons. Alors, la lumière du soleil. Alors finalement, qu'est-ce que la lumière du soleil? Eh bien finalement, ça amène à se poser la question de qu'est-ce qu'est la lumière en fait? Et c'est une question beaucoup trop complexe pour que je puisse l'aborder dans cette seule conférence. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière est capable d'adopter deux comportements différents en fonction du contexte dans lequel elle se trouve. Elle peut se propager soit comme une onde, soit comme un corpuscule. Quand elle se propage comme une onde, on a donc de l'énergie qui se propage sans transport de matière, et on peut représenter ça par un motif représentant la perturbation du milieu, caractérisé par ce qu'on appelle la longueur d'onde, qu'on mesure généralement en mètres, qu'on adapte pour avoir en mètres dans les calculs pour se retrouver dans le système international. À côté de ça, la lumière peut aussi se comporter comme un corpuscule connu sous le nom de photon. Et à ce moment-là, le corpuscule, c'est un minuscule morceau de matériau qui, contrairement à l'onde, est bien localisé dans l'espace. On peut bien repérer un corpuscule dans l'espace à ses coordonnées, alors qu'une onde, ce n'est pas du tout le cas. Une onde, c'est un phénomène étalé dans l'espace. Par exemple, on peut le constater très simplement lorsque vous regardez des vagues depuis une vue aérienne, on peut voir que les vagues ne sont pas localisées seulement à un endroit, mais vraiment suivent un petit peu tout le rivage. Et justement, ces deux comportements possibles proviennent de la nature quantique des particules de lumière que sont les photons. Et là, j'en profite du coup pour casser un petit peu une petite idée reçue sur la mécanique quantique. On dit souvent que dans la mécanique quantique, les particules sont à la fois ondes et corpuscules. Alors non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, pas exactement. Voire même, non, en fait, même pas du tout. Parce que quand tu dis que c'est à la fois onde et corpuscule, ça veut dire que c'est les deux en même temps. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'elle est soit onde, soit corpuscule. Mais elle peut passer, en fonction du contexte, elle peut passer de l'un à l'autre. Mais en fonction du contexte donc de l'expérience, le photon, le rayon de lumière, va se comporter soit comme une onde, ou bien soit comme un corpuscule. Mais jamais les deux en même temps. C'est jamais les deux en même temps. Et là où justement ça devient là où justement ça pose finalement beaucoup de réflexions et que ça fait beaucoup réfléchir, c'est que si le corpuscule et l'onde sont deux comportements distincts, mais qu'une même particule peut adopter, ça veut dire que les deux comportements, onde et corpuscule, sont reliés de manière encore plus fondamentale à la nature de la particule, ce que la nature est fondamentalement, sa nature.
et comment cette nature explique deux comportements possibles qui pourtant, entre l'onde et le corpuscule, n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre et semblent même complètement impossibles à relier entre eux. Et c'est là encore aujourd'hui un des gros mystères de la mécanique quantique encore aujourd'hui, et qui pose de sacrées questions, surtout d'ordre physique, voire même, j'ose même le mot, d'ordre métaphysique même. Parce que ça parle même de la, ça pose même des questions sur l'existence même des particules. Qu'est-ce qu'une particule qui existe? Ça peut poser des questions de ce niveau-là. Et ce qui va nous intéresser ici avec la lumière du soleil, c'est aujourd'hui, ça va surtout être son aspect ondulatoire. Alors déjà, vous pouvez voir qu'il y a un arc-en-ciel qui n'est pas présent pour rien. C'est parce que une bonne partie de la lumière que nous recevons du soleil, et qui est très importante pour nous, c'est la fameuse lumière blanche, qui lorsqu'elle passe à travers un prisme ou des gouttes d'eau, se décompose en arc-en-ciel. Fameux arc-en-ciel qui comporte 7 couleurs: violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et en fait, l'arc-en-ciel, en physique, c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche. Parce que c'est le spectre, c'est ce qui permet justement de décrire tout ce que contient un objet complexe. La lumière blanche, c'est un mélange de couleurs. Le spectre permet de lister chaque couleur en les séparant bien distinctement. Et d'ailleurs aussi, justement, la lumière du soleil est à l'origine de beaucoup de phénomènes atmosphériques assez intéressants et même très jolis, comme en particulier, comme par exemple l'arc-en-ciel, qui est le plus connu, évidemment. Le halo, qui est une sorte d'anneau blanc qu'on peut observer autour du soleil, en particulier dans les jours de grand froid, où l'humidité a tendance justement à se cristalliser. On peut retrouver ça aussi dans ce qu'on appelle le spectre de Broken, qui est c'est un arc-en-ciel circulaire d'altitude, où justement vous êtes éclairé de dos par le soleil, donc ça projette votre ombre, et cette ombre justement va être entourée d'un arc-en-ciel circulaire. Et tous ces phénomènes lumineux qu'on observe justement dans le ciel et qui proviennent directement de la lumière du soleil sont regroupés dans une famille de phénomènes qu'on appelle les photométéores. Mais la lumière blanche est très loin d'être la seule lumière que le soleil nous fait parvenir. En effet, il nous envoie aussi des rayons comme par exemple les fameux infrarouges. Ce sont les rayons qui transportent la chaleur. En soi, ils sont inoffensifs, ils ne sont pas dangereux pour nous. En tout cas, en quantité, on va dire raisonnable. Après, c'est sûr que si vous concentrez beaucoup d'infrarouge et que ça devient trop chaud, vous risquez de vous brûler. Mais en soi, quand un rayon infrarouge traverse le corps humain, il ne fait pas de dégâts sur son passage. Il ne va pas agresser les cellules, il ne va pas mettre en danger l'ADN, il ne va pas. Les infrarouges sont inoffensifs. C'est pour ça que je dis qu'ils sont inoffensifs. Les infrarouges sont aussi invisibles pour nos yeux, mais alors, à défaut si on ne dispose pas de lunettes infrarouges, naturellement, on peut sentir la présence des infrarouges, non pas en les voyant, mais en touchant les objets. Si vous touchez à un objet chaud, celui-ci émet beaucoup d'infrarouges, à contrairement à un objet froid. D'ailleurs, on peut se rendre compte de ça assez facilement avec une petite expérience toute simple si vous avez des lunettes infrarouges. C'est simplement au départ, donc à travers vos lunettes, vous regardez vos mains, elles ont une température de départ, puis ensuite vous vous mettez à frotter très fortement, très rapidement les mains. Vous allez les sentir chauffer et vous allez voir qu'à travers les lunettes infrarouges, elles deviennent beaucoup plus brillantes parce qu'il y a beaucoup plus d'infrarouges qui sont émis. Et honnêtement, le domaine des infrarouges est franchement assez vaste, puisque les longueurs d'onde qui correspondent aux nanomètres ont, pour une plus petite taille, 800 nanomètres, et les plus grandes arrivent à monter jusqu'à une longueur d'onde d'1 millimètre. C'est-à-dire la plus petite graduation, c'est-à-dire bel et bien la plus petite graduation que vous pouvez retrouver sur vos règles.
Alors, les infrarouges, on peut aussi les retrouver émis, par exemple, par les ampoules à incandescence, bien sûr, des diodes aussi, et aussi par les télécommandes. Ensuite, nous avons donc, de l'autre côté, donc d'un côté, nous avons la lumière blanche, les infrarouges, et de l'autre côté, nous avons les ultraviolets, aussi connus sous le nom d'UV. Alors eux, en revanche, ce sont des rayons à haute énergie. Donc ils sont invisibles, eux aussi, comme les infrarouges, mais en revanche, eux, ils sont déjà beaucoup plus dangereux pour le corps humain. Parce que eux, justement, ils ont tendance à agresser les membranes cellulaires, à altérer l'ADN et à provoquer éventuellement des maladies, voire des cancers. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à mesure qu'on s'élève, qu'on gagne de l'altitude, comme l'atmosphère devient de plus en plus fine, les ultraviolets sont de moins en moins arrêtés et leur quantité augmente avec l'altitude. Et si vous avez peut-être déjà fait attention en regardant la météo, surtout la météo des plages, eh bien en fait on peut mesurer l'intensité l'intensité de l'ultraviolet, donc en gros le nombre de photons ultraviolets. On arrive à le caractériser grâce à ce qu'on appelle l'indice UV, qui est une échelle de 1 à 16. Alors, les ultraviolets ont pour longueur d'onde 400 nanomètres pour les plus grands, jusqu'à 20 nanomètres pour les plus petits. Et les ultraviolets, on les a répertoriés en 3 grandes catégories, UVA, B et C. Or, les UVA, ce sont les plus grands, donc les plus proches de 400 nanomètres. Ce sont des ultraviolets qui arrivent à traverser notre couche d'ozone et qui, alors ils ne participent pas vraiment au bronzage, c'est pas eux qui participent au bronzage. Par contre, il faut s'en protéger parce qu'ils ont tendance à diminuer l'élasticité de la peau. Ils ont donc tendance à la friper et à la rider. Donc une forte exposition aux UVA, ça conduit à une, à davantage de rides sur la peau. Après, les UV les plus connus, ce sont les UVB, puisque ce sont eux qui nous permettent de bronzer. Ce sont également eux dont on cherche à se protéger avec de la crème pour éviter avec de la crème solaire pour éviter les coups de soleil. Mais dans les pires des cas, ce sont eux qui vont justement, comme ils ont des longueurs d'onde plus courtes que les UVA, ça veut dire qu'ils arrivent à se faufiler dans la matière plus facilement. Donc ils arrivent à se faufiler à travers les membranes cellulaires et ils peuvent même atteindre le noyau qui contient l'ADN. Donc ce sont ces UV-là qui sont malheureusement en mesure de... alors d'un côté, ils se font arrêter du coup, mais ils se font arrêter à quel prix? L'ADN qui se fait quand même, qui prend un petit peu cher. Alors que par comparaison, justement, les UVA qui sont plus grands, eux, donc du coup, ils se laissent pas arrêter, mais ils s'enfoncent plus profondément dans la peau, et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir accès aux fibres élastiques et qui donnent son élasticité à la peau. Et pour finir, il y a la troisième catégorie, les UVC, qui eux sont les plus proches des 20 nanomètres. Alors eux, autant dire que heureusement on ne les voit pas. Mais quand je dis qu'on ne les voit pas, c'est que vraiment ils ne sont pas là en ce moment, parce que les UVC, c'est la classe d'UV qui est arrêtée par la couche d'ozone. Les UVA et B passent à travers la couche d'ozone, ils peuvent passer, mais les UVC, eux, ne le peuvent pas, et encore heureux, parce que les ultraviolets C sont les plus énergétiques des 3 domaines. Donc autant dire que se prendre une douche d'ultraviolet C dans la tête, c'est pratiquement le cancer assuré. Donc ils sont arrêtés par la couche d'ozone, ils restent dans l'espace et ils sont très bien là où ils sont. Donc on a vu on a vu le Soleil donc dans toute sa puissance, d'une part déjà puissance nucléaire, avec les nombreuses réactions nucléaires qu'il y a à l'intérieur, sa puissance magnétique aussi,
Mais on n'a pas parlé de sa dernière puissance qui lui permet justement de garder tous les corps célestes du système solaire autour de lui, c'est sa force de gravitation. La gravitation, on peut la voir comme une force qui attire les objets mutuellement, proportionnellement à leur masse et inversement par rapport à leur distance. C'est-à-dire que plus un objet est lourd, plus la gravité qu'il exerce est forte, et plus les objets sont loin, plus les objets sont proches, plus ils peuvent s'influencer par la force de gravité. Et naturellement, l'attraction s'exerce sur l'objet le plus léger qui se rapproche du plus lourd. Donc le Soleil, avec son énorme poids, puisqu'en plus il a rassemblé toute la quasi-totalité de la matière de la nébuleuse solaire, le Bandy, comme il a quasiment tout raflé, il a une masse gigantesque et donc une gravitation gigantesque qui lui permet de garder un petit peu tout son monde autour de lui. Mais concrètement, concrètement, comment il fait ça? Eh bien, en fait, il faut reprendre une expérience de pensée qui est le canon de Newton. Il faut imaginer, par exemple, une tour, un pylône, peu importe, qui nous emmène suffisamment haut dans l'atmosphère, presque au bord de l'espace, et qu'on se munisse d'un canon qui va nous permettre d'inculquer des vitesses à des boulets et une vitesse de plus en plus grande. Par exemple, là, avec le trajet rose, on imagine un boulet qu'on va envoyer avec peu de force. Il va retomber quasiment au pied de la tour. Le trajet noir, on inculque un peu plus d'énergie au, au boulet, donc il retombe plus loin. Et on peut imaginer, par exemple, là, il y avait un trajet bleu qui a apparemment été effacé, mais en gros, lui, il allait partir, on lui inculquait encore plus d'énergie, donc il allait retomber encore plus loin. Maintenant, si on inculque suffisamment d'énergie, le boulet va faire le tour de la Terre sans jamais s'écraser, jusqu'à finir par revenir là d'où il vient, au point de départ, et en fait, pour ne jamais retomber. On dit que le boulet va être mis en orbite autour de la Terre et qu'il gravite autour de la Terre. Et c'est comme ça que ça marche aussi avec le Soleil et toutes les planètes qui orbitent autour de lui. En fait, quand on dit que les planètes orbitent autour de lui, en fait, d'une certaine manière, elles tombent vers le Soleil. Mais elles ont tellement une grande vitesse, elles ont une si grande vitesse qu'elles n'atteignent jamais la surface et qu'elles sont vouées à définitivement en faire le tour. Alors, je vous propose à présent de laisser un petit peu la science de côté pour revenir sur une parenthèse un petit peu plus culturelle, avec justement les contes et les légendes, en particulier la mythologie autour du soleil. Encore une fois, c'est la mythologie grecque, hein, puisque c'est celle qui a marqué notre culture. Et encore une fois, donc, c'était le personnage mythologique dans la mythologie grecque qui était au départ associé au soleil. C'était le titan du soleil, Hélios. Donc ça pose alors la question, qui étaient les titans? Donc c'était donc des géants au pouvoir surnaturel et immortel qui pouvaient complètement contrôler l'élément qui leur était attribué. Alors l'image que vous voyez là, si la plupart d'entre vous ont eu des petits-enfants, l'ont peut-être déjà vue, puisque c'est une image qui vient du film de Disney Hercule, qui se base de manière très libre sur la mythologie grecque, qui adapte très librement la mythologie grecque, et qui, pour ennemi final, a opté d'utiliser les titans. Et ils les ont représentés ainsi. Alors, dans la mythologie grecque, les titans ne ressemblaient pas à ça. C'était des géants parfaitement humanoïdes, hein. C'était des géants, tout simplement. Mais en gros, ce qu'ils ont voulu représenter, c'était justement des êtres gigantesques avec une maîtrise justement absolue de leur propre élément. Donc, c'est la génération de dieux qui a précédé les Olympiens dans la mythologie grecque. Et autour des titans, il y a une histoire qui est celle de la titanomachie. Donc, selon la légende, c'est une guerre mythologique qui aurait opposé les dieux de l'Olympe, alors à l'époque tout jeune, aux titans pendant une dizaine d'années. En fait,
toujours selon la légende, quand Cronos, le roi des Titans, était au pouvoir, il avait reçu, en gros, on lui avait fait une prédiction selon laquelle, eh bien, on lui prendrait le pouvoir exactement de la même manière que lui l'a fait avec son propre père. Et que donc ce serait un de ses fils qui le destituerait. Ne supportant pas cette idée-là, dès qu'il a commencé à avoir des enfants avec son épouse Rhea, il dévorait chacun de ses enfants. Et quand je dis qu'il les dévorait, il les avalait tout rond. Il ne savait pas du tout se tenir à table. Et du coup, ça veut dire que pendant plusieurs années, ces pauvres enfants ont dû survivre dans le corps de leur titan de père en attendant d'être libérés. Ce n'est que lorsque le petit dernier, le septième, Zeus, est venu au monde que la maman Rhea a décidé qu'elle en avait plus qu'assez et elle a décidé de confier donc le bébé de Zeus à des nymphes qui iraient l'éduquer sur l'actuelle île de Crète. Pour berner son mari, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris donc le linge de naissance, mais au lieu de mettre son bébé dedans, elle aurait mis un énorme rocher. Et visiblement, Cronos n'a pas du tout le goût très développé, puisqu'il a complètement gobé le caillou et il a rien vu venir. À aucun moment il s'est dit que le bébé il avait un drôle de goût. En tout cas, toujours est-il que sur l'île de Crète, Zeus survit très largement, il grandit, et petit à petit, ses pouvoirs divins finissent par apparaître. Et finalement, lorsqu'il arrive ce qui était considéré comme la majorité légale à l'époque, jusqu'à l'époque de la Grèce antique, eh bien, on lui raconte justement ses origines, et il va être bien décidé à délivrer ses frères et sœurs. Il va donc réussir à faire ingurgiter à son père un vomitif qui va lui permettre de recracher tous les frères et sœurs de Zeus qui vont alors le rejoindre et va se mettre en place alors la fameuse Titanomachie, la guerre qui va opposer les dieux de l'Olympe aux titans. Et ce pendant 10 ans. Mais là où ce qui va permettre aux dieux de l'Olympe de sortir vainqueurs, c'est que les dieux de l'Olympe auront su s'entourer de personnes, enfin de personnalités comme les Cyclopes ou les Sans-Bras, qui connaissaient Cronos et qui justement leur avaient fait une mauvaise manière en les laissant enfermer justement dans les tréfonds de la terre. Et puisqu'ils avaient une dent contre lui, Zeus a parfaitement su tirer profit de ça pour s'en faire des alliés de taille. Les Cyclopes étant d'excellents forgerons qui ont donné naissance aux foudres de Zeus, au trident de Poséidon et au casque d'Hadès, donc des armes très puissantes. Et les hécatonchires, les 100 bras, qui, comme leur nom l'indique, ont 50 bras de chaque côté du corps, autant dire que c'était de véritables catapultes à rochers sur pattes. Au bout d'un moment, les titans n'ont rien pu faire et ils ont été battus. Quant à Hélios, dans tout ça, puisqu'on justement on en revient un petit peu à lui quand même, et ben dans cette affaire, il a été plutôt neutre. Parce que, comme dirait l'expression, il avait un peu d'autres chats à fouetter. Puisque c'était Hélios qui, toujours selon la légende, était chargé à ce moment-là de faire accomplir son vol dans le ciel au soleil. Puisque les légendes de la mythologie grecque ont été inventées à une époque où on ne savait pas que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. On croyait que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Donc du coup, on imaginait que c'était un être divin. Ici, en l'occurrence, c'était Hélios qui servait à faire voyager le Soleil dans le ciel. Et du coup, il avait un petit peu autre chose à faire que de se taper sur la tête avec ses frères et sœurs sur leurs descendants. Et comme il a eu un rôle assez neutre, finalement, il est pas intervenu, Zeus ne l'aura pas condamné, contrairement à la plupart des autres titans, et il aura même donné un petit peu un petit territoire, une île pas très loin de l'actuelle de la Turquie, qui est appelée l'île de Rhodes. D'ailleurs, cette île est assez connue pour avoir abrité une des 7 merveilles du monde, le colosse de Rhodes, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais le colosse de Rhodes était une énorme statue représentant justement le titan Hélios.
Et après, dans les légendes, Hélios aura encore un petit peu un rôle pendant un temps. Il continuera encore un peu à faire voyager censément à faire voyager le Soleil. Mais petit à petit, Hélios va être remplacé par son équivalent olympien, Apollon, dieu de la lumière, des arts et de la musique, qui déplace justement, qui donne justement sa course au Soleil censément, grâce à un char en or tiré par des chevaux au souffle de braise. Alors, observer le soleil, ça me permet déjà l'occasion de faire quand même un petit rappel qui peut être assez évident, mais c'est toujours bon de le faire. Ne jamais regarder le soleil droit dans les yeux. Jamais. Vous risquez de vous cramer les rétines jusqu'au cerveau. Si vous voulez l'observer directement, il vous faut un équipement très bien spécial. Par exemple, vous avez les lunettes pour les éclipses. Ce sont des lunettes qui, au niveau de ce qu'on pourrait appeler les verres, sont munies d'un papier spécial qu'on appelle le mylar, MYLAR, et qui permet de bloquer une très forte quantité de rayons lumineux et qui permettent de regarder le soleil brièvement en sécurité. Alors, il faut pas non plus le regarder, le fixer longuement non plus le millard pourra pas vous protéger sinon. Mais si c'est pour l'observer brièvement pour le temps d'une éclipse ou autre, ça peut passer. Après, une autre méthode pour observer le Soleil, qui elle est beaucoup plus ancienne, et c'est comme ça que d'ailleurs les premiers astronomes modernes d'il y a 400 ans ont observé le Soleil pour la première fois et ont découvert les granules, c'est la projection sur un écran blanc. L'idée, c'est qu'on fait rentrer du... Alors, ça marche beaucoup mieux avec une lunette astronomique équipée de lentilles, plutôt qu'avec un télescope équipé de miroirs. Mais en fait, avec la lentille, on fait entrer la lumière du Soleil, on la fait jusqu'à la faire ressortir, et à l'aide d'une feuille de papier ou d'un mur blanc, on va projeter l'image du Soleil. Et d'ailleurs, justement, depuis le temps, ici, depuis le temps, on a développé un petit gadget qui permet de réaliser ça beaucoup plus facilement. C'est ce qu'on appelle un solarscope. Donc là, ce que vous avez, c'est ici, c'est l'objectif. C'est ce qui va donc vous allez le diriger vers le soleil. La lumière du soleil passe à travers le petit oculaire. Elle arrive sur un miroir. Et le miroir renvoie cette image sur l'écran blanc où vous avez justement l'image d'un soleil bien rond. Alors, la relation de la Terre par rapport au Soleil, et que si je vais résumer la relation de la Terre par rapport au Soleil, je dirais qu'elle est caractérisée par des cycles, des petits cycles et des grands cycles. À commencer par justement les petits cycles climatiques que sont nos célèbres 4 saisons. Alors, les 4 saisons en climat tempéré, hein, parce que si vous prenez le climat polaire ou le climat tropical, les saisons sont très loin d'être aussi diversifiées. Mais l'existence des saisons est permise grâce à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce que la Terre est plus proche ou plus éloignée du Soleil qu'il fait froid ou qu'il fait chaud. Ce n'est pas ça la question. C'est une question d'inclinaison. Par exemple, ici, nous avons été au nord, hiver au sud. On peut voir que l'hémisphère nord est penché. On a l'axe qui est là. Et on a l'hémisphère nord qui est penché vers le Soleil. Et ça permet alors aux rayons lumineux d'arriver à la verticale au-dessus de nos têtes. Comme ils arrivent à la verticale, leur éclairement est beaucoup plus concentré, et c'est ce qui permet justement de chauffer intensément la planète en été. Alors que le petit hémisphère sud, là, est plus, on va dire, penché en arrière. Il s'expose beaucoup moins à la lumière du soleil, et donc c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Et inversement, quand c'est l'hiver au nord et l'été au sud, là, c'est l'hémisphère sud qui se penche vers le soleil, et c'est là que du coup les rayons lumineux arrivent à la verticale, alors que, par exemple la France, on peut voir qu'elle est quasiment couchée.
Et du coup, les rayons lumineux du Soleil sont beaucoup moins étalés, sont beaucoup plus étalés, par contre. Pardon. Ils sont beaucoup plus étalés. Leur puissance est donc beaucoup moins concentrée et ils éclairent beaucoup moins. Et c'est donc pour ça qu'il fait plus froid. Ce n'est pas une question de distance par rapport au Soleil, mais c'est une question de concentration de la puissance lumineuse. Et on parle de petits cycles climatiques parce que c'est un cycle qui se répète tous les ans. À échelle humaine, ça reste très nettement observable. Contrairement aux aires glaciaires et interglaciaires qui constituent les grands cycles climatiques. Alors les grands cycles climatiques, ils sont liés justement aux orbites de la Terre. À l'orbite de la Terre, pardon. En effet, l'orbite de la Terre est plutôt circulaire. Elle dessine un cercle de révolution plutôt bien régulier, mais vous pouvez voir que, donc il est représenté ici en pointillé, mais vous pouvez voir qu'il y a en bleu et en rouge des ovales. Eh bien, il se trouve que l'orbite de la Terre, sur une certaine période de temps, elle est déformée de manière cyclique. Dans un premier temps, on part avec une orbite bien ronde, puis, à cause de la gravité du Soleil et des autres planètes, cette orbite est déformée en l'ovale qui est rouge ici. Puis, l'orbite terrestre retrouve une certaine rondeur, avant d'être à nouveau déformée, mais cette fois en formant l'ovale bleu, qui va à nouveau se réarrondir, pour ensuite redonner naissance à l'ovale rouge, et ainsi de suite. Ça crée donc une oscillation de l'orbite périodique qui a lieu quand même sur 100 000 ans. Hein. C'est-à-dire que entre deux oscillations comme ça, entre deux passages comme ça, entre les deux ovales, entre le rouge et le bleu, pour passer de l'un à l'autre, il faut quand même entre 50 000 et 100 000 ans. Et ça, c'est lié au fait que les planètes et le Soleil vont provoquer une excentricité de l'orbite terrestre. Alors ensuite, il y a un autre phénomène qui a lieu, qui est lié à l'inclinaison. Alors en moyenne, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23,5 degrés. Mais en vérité, il peut osciller entre 22 et 24,5 degrés. Et ce petit mouvement comme ça, ce petit dérangement, il ne vient pas du Soleil. Par contre, il est dû aux autres planètes, c'est-à-dire Jupiter, Mars, Vénus, Saturne. L'influence collective de la gravité de toutes ces planètes provoque des petits dérangements au niveau de l'axe de rotation. Et ça donne une période ça crée des mouvements qui s'étendent quand même sur une période de 41 000 ans. Et enfin, le dernier grand cycle qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la précession, aussi connue sous le nom qu'on appelle aussi la grande année platonicienne. Alors, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est qu'en fait, la Terre, quand elle tourne sur elle-même, en réalité, elle ne tourne pas sur elle-même comme un ballon, mais plutôt comme une toupie. C'est-à-dire que l'axe lui-même dessine également un cercle dans le ciel. Et ce jeu sur l'axe de rotation terrestre est dû à la dynamique entre le Soleil et la Lune, la Terre se trouvant un petit peu entre les deux feux. Et l'axe de rotation de la Terre dessine ce cercle dans l'espace tous les 26 000 ans. Et en fait, c'est ce mouvement-là qui, en fait, ça change d'un degré tous les 72 ans. Et à l'issue de 26 000 ans, l'axe de rotation de la Terre a fait un tour complet sur la voûte céleste. Et c'est pour ça que pendant des années, l'étoile polaire n'a jamais cessé de changer. Aujourd'hui, l'étoile polaire, c'est Polaris qui est au bout de la constellation de la Petite Ourse. Mais il y a quelques millénaires, c'était des étoiles comme Kochab, toujours dans la Petite Ourse, ou l'étoile Tuban dans la constellation du Dragon, qui était l'étoile polaire des anciens Égyptiens. Aujourd'hui, c'est Polaris de la Petite Ourse qui est l'étoile polaire, et dans 12 000 ans,
ce sera Vega de la constellation de la Lyre qui deviendra la prochaine étoile polaire. Et tout au long des millénaires, l'axe de rotation de la Terre va dessiner donc du coup longuement ce cercle. Et ça crée donc ce qu'on appelle les grands cycles climatiques, parce qu'il se trouve que lorsque justement l'orbite de la Terre devient plus excentrique, plus ovale, eh bien les changements saisonniers sont plus marqués, surtout lorsque la Terre est au plus loin, et où là du coup la température refroidit, mais là du coup ça ne donne pas naissance à l'hiver tempéré que nous connaissons, mais à de véritables périodes de glaciation, ce que nous connaissons sous le nom d'ère glaciaire, qui alternent avec des périodes interglaciaires qui sont plus chaudes. Donc, en conclusion, je dirais que ce qu'il faut retenir du Soleil, c'est que donc déjà, c'est notre étoile. Donc déjà, le Soleil, c'est une étoile, il faut bien le retenir. Une naine jaune, pour être exact. Alors, s'il y a quelques chiffres que vous voulez retenir, je prendrai les températures. Donc, 5500 degrés pour la surface, 15 millions de degrés pour le cœur. La différence de taille entre la Terre et le Soleil qui est de 109 fois plus grand que la Terre. Et les 4 atomes d'hydrogène qui forment un atome d'hélium grâce à la fusion nucléaire. On peut aussi retenir le plasma, le quatrième état de la matière, qui est composé d'une mer d'électrons, les particules d'électricité, très agitées dans laquelle flottent les ions, qui sont les atomes munis d'une charge, qui reste des atomes qui est muni d'une charge électrique. Le champ magnétique, c'est un champ de force qui se déploie autour d'un courant électrique. Donc comme ça, je pense que le champ magnétique, on a tous plus ou moins un petit peu dans notre tête l'idée justement d'une sorte de champ de force, comme un bouclier. Mais dites-vous que ce bouclier, il se déploie parce qu'il y a présence d'un courant électrique. La distance Terre-Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres et qui correspond à ce qu'on appelle l'unité astronomique, une UA. Alors le Soleil, c'est donc, les différentes couches du Soleil. Donc à la limite, je vous demanderai peut-être pas de retenir tous les noms. Ce serait surtout le noyau, qui est vraiment au centre, la photosphère, qui est la surface, et la couronne, qui correspond à son atmosphère. Et enfin, la dernière information qu'on pourrait vraiment retenir sur le Soleil, c'est sa relation avec la Terre, qui est caractérisée par différents cycles. Le cycle des saisons et les grands cycles les cycles des saisons et les grands cycles des glaciations. Voilà. La conférence touche à présent à sa fin et j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Merci beaucoup.